Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. On a fait un café similaire la semaine passée avec un autre groupe. C'est le fun, on est un petit peu plus, on va être plus intime ce soir avec les murs fermés, tout ça. On va avoir des activités pour l'humain 2.0. Donc, en fait, je me présente, un peu mettre la table. Yannick Roy, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. Je suis ingénieur de formation, donc ingénieur électrique. Je suis cofondateur de NeuroTechX. Je vais revenir un petit peu plus tard. Je pense que le point, puis ce qui va transparaître de ma conversation, de ma présentation, c'est vraiment que je suis obsédé un petit peu par les neurotechnologies. Ça a démarré d'un intérêt, ça s'est transformé en passion et aujourd'hui, c'est rendu une obsession. Si vous parlez avec n'importe qui me connaît, c'est à peu près tout ce que je parle, le cerveau puis la technologie. Je suis présentement en train de m'entraîner pour mon premier triathlon. Juste avant qu'on commence, qui ici, est-ce que tout le monde, en fait, qui ne parle pas du tout anglais? Donc ça c'est, non en fait en anglais. Who doesn't speak French at all? OK, donc on peut le faire dans les deux langues. Donc, pourquoi je suis ici aujourd'hui, ce soir, avec vous, puis de quoi on va parler? Selon moi, on vit dans le meilleur temps de l'histoire de l'humanité. Je pense que pour la première fois, for the first time ever, a species can reverse engineer itself. Pour la première fois, une espèce peut se reverse engineer, se comprendre, se modifier et même se transcender. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, ça a été vraiment la biologie, l'évolution, les règles de l'évolution qui ont dicté les règles du jeu qui ont fait qu'on est aujourd'hui. Donc, avec l'homme de Cro-Magnon, tout ça, puis on accélère un petit peu, on est rendu ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à un point d'inflexion. Quand on va regarder en arrière, dans plusieurs centaines d'années d'ici, on va regarder en arrière, on va se demander quand est-ce que l'humain a fusionné avec la technologie. Donc, sur cette courbe d'évolution, on va regarder, puis en fait, c'est aujourd'hui, les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, nos générations, qui vont être ceux pour qui on va pointer, qui va avoir changé, en fait, qui va avoir fait que l'humain a fusionné avec la technologie. Moi, ça m'excite énormément. Le fait de savoir que c'est nous, en fait, nos générations, qui va transformer l'humanité, puis qui peut avoir des conséquences pour les prochains 1000 ans, je trouve ça super excitant. Par contre, évidemment, ça vient aussi avec des grandes responsabilités. Pour citer quelqu'un de très, très connu, l'oncle de Spider-Man, qui a dit qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Puis notre génération, nos générations qui sont, aujourd'hui on a plusieurs générations dans la salle, ça va être à nous un peu de construire ce futur-là, de se poser les questions, où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Parce qu'on est constamment, c'est celle-là que j'ai passé. On est constamment bombardé par différentes technologies super excitantes. Donc, on parle de robotique, d'intelligence artificielle, on parle de neurotechnologie, de nanotechnologie, de biotechnologie. On parle de plein de technologies excitantes qui nous donnent les voitures autonomes. On parle de l'exploration spatiale. Et tout ça, si on recule il y a 100 ans, on ne parlait pas beaucoup de tout ça, du tout. Et on va en parler pour les prochains 1000 ans. Donc, on est vraiment à un point d'inflexion unique dans l'histoire de l'humanité et moi, personnellement, je trouve ça super excitant. Et donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous amener dans mon univers qui sont les neurotechnologies parce qu'en fait, on a juste quelques heures ensemble ce soir. Puis, je pourrais parler évidemment de tous les autres points. Je trouve ça super fascinant. Mais on va plonger ensemble dans mon monde qui sont les neurotechnologies. Donc, à main levée, qui a un cerveau ici dans la salle? La moitié de la salle? OK, c'est bon. Donc, on va partir de là. Donc, une des composantes intéressantes dans les neurotechnologies, puis je vais revenir un petit peu, je vais décrire, mais on va commencer avec quelques exemples qui font partie un peu de mon quotidien. Les interfaces cerveau-machine. Donc, les interfaces cerveau-machine, Brain-Computer Interfaces, c'est cette idée d'interfacer le cerveau directement avec la technologie. Donc, ce domaine-là est né pour les gens, par exemple, qui sont quadraplégiques, qui sont locked-in, qui sont mentalement actifs, sont tous là dans leur tête. Par contre, le corps ne répond plus. Donc, les muscles ne fonctionnent plus, les gens ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus opérer normalement dans le monde. Donc, on a créé des technologies pour eux. Puis, ce qu'on va voir en fait dans la vidéo, c'est la dame on a branché son cerveau. Donc, on voit ici un connecteur, on a ouvert le crâne et on a branché un fil directement dans son cerveau, qui est son cortex moteur. Si vous prenez vos doigts au-dessus de vos oreilles, puis vous montez à peu près en ligne droite, c'est votre cortex moteur qui est ici. Donc, toutes vos actions, quand on essaie de contrôler nos mains, nos jambes, notre bouche, tout ça se situe sur cette ligne-là du cerveau, qui d'ailleurs a été découvert par Dr. Penfield à Montréal. Donc, on est quand même très fiers. Et donc, on branche un câble ici et ça permet à la dame qui va pouvoir, en fait, la machine va apprendre le cerveau et le cerveau va apprendre la machine et ensemble vont arriver à contrôler le bras robotisé qu'on voyait. Donc,
Je vais juste reculer un petit peu pour revenir remontrer. Et là, finalement, juste par la pensée, avec la machine, on est capable de contrôler le bras robotisé. Donc moi, c'est le genre de vidéo qui m'a fasciné, qui m'a fait vouloir aller dans le domaine des neurotechnologies en me disant, on s'en va vers là, puis on va pouvoir s'implanter de la technologie dans le cerveau pour contrôler le monde extérieur. Mais on peut aussi vouloir contrôler les membres, nos vrais membres. Donc, par exemple, encore une fois, quelqu'un qui a perdu l'usage de son bras, on fait la même chose, on branche un connecteur directement dans le cerveau, puis on s'en va chercher l'information à la source. Donc, on branche un câble dans le cerveau, mais au lieu de contrôler un bras robotisé, on va envoyer un courant électrique sur les nerfs ici, à l'avant-bras, pour contrôler les doigts, puis finalement retrouver la mobilité. Donc, on vient un peu remplacer les nerfs, les vrais câbles humains, par des câbles électriques, électroniques, si on veut. Donc, on vient en fait passer ça dans la machine, puis en fait, on envoie un courant électrique dans l'avant-bras pour pouvoir contrôler, après ça, la vraie main, puis le vrai avant-bras, pour après ça pouvoir jouer à Guitar Hero. Évidemment, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à la résolution où on va jouer parfaitement, mais c'est quand même inspirant de dire quelqu'un qui était paralysé, qui ne pouvait pas du tout bouger ses mains, qui peut jouer à Guitar Hero. Pourquoi ce jeu-là, je ne le sais pas, mais c'est quand même fascinant de pouvoir se dire qu'on en est là avec la technologie. Évidemment, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est il y a quelques personnes sur la planète qui ont ce genre de technologie-là d'implanter, où on a un câble électrique, on a un câble de branche dans le cerveau. Il y a vraiment 10 et 20 personnes sur la planète présentement qui ont ce genre de technologie-là. C'est pour vous montrer qu'on commence. Dans les labs de recherche, avec l'armée américaine, entre autres, puis tout ça, il y a beaucoup de grosses agences qui mettent beaucoup d'argent pour développer ce genre de technologie-là. Donc, ça va faire partie de nos vies. On n'est pas tout à fait là encore, mais c'est quand même, c'est très réel. C'est pas juste de la théorie ici. Une autre technologie qui est quand même fascinante, donc les gens qui ont par exemple le Parkinson. C'est quoi le Parkinson? C'est quand on se met entre autres à trembler. Il y a différents degrés, mais peut-être que vous connaissez des gens autour de vous justement qui souffrent de cette maladie neurodégénérative. Et ce que ça fait, c'est qu'on se met à trembler. Il y a différents degrés. Ici, c'est évidemment assez sévère, donc c'est pas très facile de prendre un verre d'eau puis de boire ou d'écrire quand on tremble comme ça. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient implanter encore là, des électrodes dans le cerveau, donc de la technologie dans le cerveau. On vient mettre une petite boîte ici qui contient la batterie, la transmission sans fil. Bref, toute la technologie se trouve ici. On la met au niveau du chest, au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Dans notre tête, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on ne peut pas commencer à aller mettre des batteries puis des transmetteurs sans fil. Donc, on vient placer ça ici. Et quand on allume la technologie, qu'est-ce que ça fait? Bien, en fait, ça vient enlever tout tremblement de la personne. Quand même assez impressionnant. On est là, on tremble, puis là, on a une technologie, on la met à on, on arrête de trembler. On la remet à off, on se remet à trembler. Donc, ce que ça vient faire, cette technologie-là, c'est qu'en fait, on a des neurones qui sont activés quand on a le Parkinson, puis qui font plus la job qu'ils devraient faire d'inhiber, donc d'empêcher les membres de bouger. Et ces neurones-là, en fait, on vient les contrebalancer un peu, on vient les contrôler avec une stimulation électrique ici. Donc, c'est ce genre de technologie-là qui, moi, personnellement, je me dis, on fait juste commencer ça dans l'arbre de recherche, qu'est-ce que ça va être dans 100 ans d'ici, mais qu'on maîtrise cette technologie-là dans le grand public. Un autre exemple, les aveugles. Donc, des gens qui ont perdu la vue. Pour aider, finalement, les gens qui ont des problèmes de vision, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est quoi? Des lunettes. Évidemment, on essaie d'augmenter l'image qui va aller se projeter dans l'œil. Qu'est-ce qui arrive si même ça ne fonctionne plus? Bien là, en fait, on va aller au niveau de la rétine. On va aller vraiment essayer de jouer au niveau de la rétine puis d'envoyer de la stimulation, de venir stimuler la rétine directement. Et si même ça ne fonctionne plus parce que le câble qui relie l'œil au cerveau est coupé, ne fonctionne pas, il y a un problème quelconque, bien là, il faut aller directement dans le cerveau, dans le cortex visuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le cortex visuel se situe où? Donc, à l'arrière. Donc, effectivement, donc, le cortex visuel se trouve à l'arrière. Donc, tout ce qui est la vision est en arrière ici. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir avec une caméra, on va implanter une petite puce dans le cerveau, à l'arrière, sur le cortex visuel, et on va venir stimuler le cortex visuel pour finalement essayer de reproduire l'image que la caméra voit directement sur le cerveau pour redonner une sensation de vision à l'aveugle. Donc, aujourd'hui, où on en est avec ça, évidemment, on n'a pas une vision HD. Les aveugles, on ne retrouve pas la vie avec une vision HD. Quel niveau est-ce qu'on a? On va aller chercher, par exemple, être capable de voir des contrastes. Donc, est-ce qu'il y a une porte, pas de porte? Est-ce qu'il y a un trou dans le mur ou pas de trou dans le mur? Donc, ce que ça fait, c'est que on peut finalement se déplacer dans la maison. Si on est en train de discuter avec quelqu'un, on va pouvoir voir en fait que la personne se situe en face de nous ou juste à côté. On va être capable de voir des contrastes, donc d'être capable de retrouver un peu de fonctionnalité juste avec ces contrastes-là.
Il y a beaucoup de travaux, évidemment, là-dedans parce qu'on veut essayer de redonner une vision un petit peu plus complète. Les vidéos sur YouTube, si ça vous intéresse, il y a des gens qui conduisent dans des stationnements. C'est quand même impressionnant de voir un aveugle conduire une voiture. Donc, c'est super excitant. Même chose aussi, les vidéos sont super émotionnelles quand il allume la machine pour la première fois puis que l'aveugle voit et a une perception de vision pour la première fois depuis peut-être 20 ans, 30 ans. Évidemment, c'est super émotionnel, ces vidéos-là. Donc, c'est le genre de technologies qui sont super intéressantes. Par contre, je vous montre des choses qui sont recherche, qui sont dans les laboratoires de recherche. C'est peut-être pas votre quotidien, à vous de jouer avec ce genre de technologie-là. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent des compagnies en neurotechnologie? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner des noms de compagnies en neurotechnologie? Oui. Mentalista. Qui? Mentalista. Oui. Mentalista en France. Petite start-up. Autre? Non? Il n'y a pas le chip de Tesla. Là. Elon Musk? Elon Musk. Donc, en fait, c'est exactement, donc tu brûles un petit peu mon punch, où je m'en vais avec ça. Qui connaît Elon Musk, Facebook ou Microsoft dans la salle? Pas mal tout le monde, je présume, connaît au moins un des trois. Donc, vous connaissez des compagnies en neurotechnologie. Les trois, en fait, ont annoncé dans les deux dernières années, c'était l'annonce de Facebook en 2017, qui ont annoncé « So what if you could type directly from your brain? » Donc, Facebook a annoncé un gros programme sur une dizaine d'années pour être capable justement de pouvoir écrire par la pensée. Donc, au début, ils ont annoncé 100 mots minute. Ils sont en train un petit peu de revoir leurs chiffres. Écrire à 100 mots minute par la pensée, c'est quand même assez beaucoup. Par contre, l'idée est là. Donc, Facebook investit des millions et des millions de dollars pour justement aller dans le cerveau, aller comprendre à quoi on pense, puis pour pouvoir communiquer. Une des applications qu'ils veulent faire, What Can Go Wrong, c'est Facebook va lire dans... Pour savoir ce qu'on pense. On va en parler tantôt, justement. Je suis content que ça choque un peu des gens. C'est de ça, justement, qu'on va parler tantôt. Se pose la question, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on peut éviter ça? Donc, Facebook a annoncé ça, le genre d'application qu'ils veulent faire. Donc, Facebook a acheté Oculus Rift, qui est un casque de réalité virtuelle. Donc, le genre de choses qu'ils veulent faire, c'est en réalité virtuelle, quand on a le casque sur la tête, bien, tout simplement pouvoir communiquer par la pensée dans la réalité virtuelle, puis interagir juste avec la pensée. Même chose, 2017, tout de suite après Facebook, Elon Musk a annoncé Neuralink. Donc, on connaît Elon Musk pour Tesla, pour SpaceX, il est partout, Elon Musk, des fois trop sur Twitter aussi. Et donc, il a annoncé en 2017 comme de quoi qu'il lançait Neuralink. Donc, même chose, il investit aussi des millions de dollars. Lui, il est un petit peu plus invasif. Lui, l'idée derrière ça, donc il est très AI, il est très intelligence artificielle. Le but de Elon Musk, c'est de nous brancher pour nous rendre digital. Donc, il veut qu'on puisse compétitionner avec l'intelligence artificielle. Et pour faire ça, il faut qu'on puisse se brancher sur Internet, donc pouvoir se brancher directement sur Google. Et pour faire ça, on veut implanter une puce électronique dans le cerveau pour pouvoir rendre le cerveau, avoir une connexion digitale. Donc, il a fait justement, en fait, si ça vous intéresse de faire le suivi avec Elon Musk, il a annoncé, je pense, il y a une semaine et demie, 2 semaines, à peu près des nouvelles justement où est-ce qu'ils en sont. Ça a fait pas mal la une, évidemment, dans le milieu. Donc, très actif. Oui, vas-y. Mais au départ, il était très méfiant de l'intelligence artificielle. Il est très méfiant de l'intelligence artificielle, justement. C'est pour ça qu'il veut rendre l'humain, il veut augmenter l'humain parce qu'il voit que l'intelligence artificielle va continuer d'augmenter. Puis il y a beaucoup de gens qui vont continuer à pousser l'intelligence artificielle. Et pour ne pas débalancer l'humain versus la machine, justement, c'est qu'il veut nous rendre plus digital pour que nous, on reste en haut de la chaîne alimentaire, si on veut. Là. Des balises? Des balises, c'est pas clair. Donc, justement, pour l'instant, il n'y a pas vrai. On voit un petit peu comment tout ça unfold. Ça va être à des gens comme nous, comme vous, c'est le futur, justement. Parce que notre intelligence, on l'a, on l'utilise, on l'applique. C'est quoi l'application de cette puce-là ou de cette connexion-là? Donc, je vous donne, en fait, j'ai une question qui vient plus tard, mais je la pose tout de suite. Si on avait une puce électronique qui permettait d'augmenter notre mémoire 10 fois, donc on a une augmentation de la mémoire tenfold, c'est gratuit, il n'y a aucun risque à la chirurgie, puis ça a été fait des milliers de fois. Donc, ça a été prouvé, ça fonctionne. Qui ici s'implanterait la puce électronique pour augmenter la mémoire de 10 fois? Quel type de mémoire? Donc, ça, c'est une très bonne question. Si toute la mémoire en général. Il y a des choses que je Donc, oublié aussi. donc, on va y revenir avec ça. Juste le concept, c'est un très bon point, justement, parce que présentement, les puces électroniques. La mémoire émotionnelle, la mémoire tactile, Olfactive. Donc, effectivement, on va y aller avec la mémoire en général. Le concept de mémoire, on se souvient 10 fois plus de tout. Qui s'implanterait ce genre de puce-là pour augmenter la mémoire? C'est gratuit, il n'y a pas de conséquences. Rien. C'est ça qu'on enseigne aux jeunes. C'est des données, on va prendre des données.
Facebook est gratuit, mais il y a un échange justement par rapport à ça. Donc, je suis content en fait justement que ça soulève. Donc, combien de gens, si on fait... S'il y avait une puce qui augmenterait notre mémoire de 10 fois, qui est-ce qui se lave pas? Donc, on va chercher un petit peu moins que la moitié, à peu près la moitié de la salle. Quand c'est gratuit, c'est Le tiers de la salle. Oui, est-ce que tu as une question? Oui, mais en fait, on n'a pas besoin de s'implanter un chip pour améliorer notre mémoire, sinon qu'on est tous comme habitués à utiliser nos smartphones et à prendre des notes, tandis qu'on pourrait utiliser des techniques comme les memory palaces. Je suis d'accord avec toutes ces technologies-là, mais en même temps, il y a quelques applications que pour moi, ça déshumanise un peu. C'est exactement, puis en fait, le but de la présentation, puis tantôt, il y a une activité justement à faire en groupe, c'est exactement de ça qu'on veut parler, parce qu'on s'en va vers là, on s'en va vers ce genre de futur-là, et c'est important qu'on en discute ensemble de ces enjeux-là, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont pros, et il y a des gens on n'a pas besoin de ces technologies-là, et où est-ce qu'on s'en va? Donc, en tant que société, on va devoir faire des choix et se poser justement ces questions-là. Oui? Quand on parle de digitaliser un cerveau, est-ce que ça inclut aussi le connecter à l'Internet? C'est le but. Donc, le but de Elon Musk et de plein d'autres, c'est de le rendre justement digital, donc de fermer un peu la boucle avec online. Mais rendu là, comme si tout le monde est connecté à l'Internet, tout le monde a la même chose dans le cerveau. Fait que tout le monde est dans le même cerveau, genre? Ben, c'est un peu justement ce qu'on va se poser après ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Donc, j'y arrive justement dans quelques instants. Est-ce qu'on veut tous aller vers quelque chose d'uniforme? Puis qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce qui nous différencie? Est-ce qu'on a besoin d'être différent? Est-ce que c'est un concept qu'on veut garder? Est-ce que c'est un concept qu'on n'a pas de besoin? Donc ça, c'est les gros projets. Dans nos vies, on commence à voir déjà donc un premier signe avant-coureur. Ça veut rentrer dans nos vies. Donc, on voit apparaître des appareils où on met des senseurs, comme une compagnie à Montréal, Mindset, qui essaie de mettre justement des électrodes, EEG, l'électroencéphalographie, dans des écouteurs, donc pour augmenter la productivité, par exemple, au travail. On a aussi Nicolas Tremblay de Montréal aussi qui met dans une casquette pour mesurer notre niveau d'attention. Donc, on a une petite lumière ici à l'avant de la casquette qui change de couleur selon est-ce qu'on porte attention à la personne qui nous parle ou pas vraiment. Donc là, si vous auriez toute cette casquette-là, je pourrais voir qui me trouve intéressant, qui m'écoute vraiment. Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas la casquette. Donc, ça ne va pas me décevoir trop. On essaie aussi de rentrer ça dans l'oreille, donc pourquoi pas? Bref, on essaie d'aller utiliser des appareils, des form factors déjà existants pour essayer de mettre plus de biosenseurs. On a vu avec l'Apple Watch, on a vu avec certains appareils, justement les bracelets, on en portait déjà. Donc, est-ce qu'on peut mettre un Fitbit? Est-ce qu'on peut mesurer nos pas, notre rythme cardiaque? Donc, on essaie de mettre de plus en plus ces capteurs-là au sein des appareils qu'on utilise déjà. En réalité virtuelle, même chose, on se doute qu'il va y avoir un paquet de senseurs dans les casques autour de la tête, donc il va mesurer plusieurs données. Et évidemment, le neuromarketing, évidemment, va aussi en profiter, essayer de voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas en réalité virtuelle. Donc, on va être connecté et il va y avoir de plus en plus de senseurs. C'est un peu le message. Et ça nous amène à se poser la question un peu, justement, ce qui vient d'être soulevé. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Est-ce que c'est, avec les prothèses, tout ça, on remplace nos différentes parts, les différentes parties du corps humain? Est-ce que si on prend des drogues, la médication, puis on altère un peu notre perception, est-ce qu'on est encore humain? Est-ce qu'on peut faire ça? Si on s'en va vers la réalité virtuelle, et qu'on vit finalement, parce qu'on pourrait vivre notre vie, si on se projette dans plusieurs années, passer notre vie dans un monde de réalité virtuelle, est-ce qu'on est encore humain? Notre avatar virtuel, est-ce qu'il est humain ou l'humain, c'est lui qui est derrière? Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Puis moi, personnellement, ce que je trouve super excitant dans les générations qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on a un peu un whiteboard. Donc, pour la première fois, on commence à regarder le futur et se dire, OK, maintenant qu'on a les connaissances, les ressources, les capacités pour redesigner l'humain et prendre contrôle de la destination où on s'en va, on a un peu un whiteboard et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on s'en va. Puis aujourd'hui, donc, on a déjà des équipes qui ont travaillé tantôt, première activité, de dessiner justement l'humain 2.0. Donc, on va entendre tantôt Annie puis d'autres groupes nous parler de leur vision de l'humain 2.0, comment eux l'ont dessiné. Puis, on va aborder quelques enjeux d'éthique, tout le monde ensemble. Donc, c'était la fameuse question, je vais passer. Donc, rapidement, pour finir ma présentation, pour qu'après ça, on passe à la deuxième activité, on parle d'augmenter l'être humain. Donc, déjà, on a vu dans la salle qu'il y en a peut-être qu'il y avait à peu près le tiers jusqu'à moins que la moitié qui voudraient s'augmenter. Ça va devenir intéressant au fil des prochaines années, ce genre de discussion-là en tant que société. Pourquoi?
parce qu'on s'en va vers là. Il y a beaucoup de gens dans la Silicon Valley, Elon Musk, etc., qui ne voudront pas arrêter le progrès et qui vont s'augmenter. Et ça nous amène à se poser la question, est-ce qu'il va y avoir un clash éventuellement d'humains augmentés et d'humains non augmentés? Donc, on projette évidemment dans plusieurs années. Il y a des livres qui sont sur le transhumanisme, comme Transhumanist Wager, où justement c'est un peu le cas, où les gens se sont achetés une île, il n'y a aucune réglementation sur l'île, et là finalement cette population-là devient technologiquement super avancée, versus le reste du monde qui a des réglementations qui sont moins avancées technologiquement. Donc là, vous pouvez commencer à voir un peu comme un conflit de religion, mais là, ça ne sera plus tout à fait à armes égales. Si on recule dans le passé, les conflits qu'il y a eu par le passé, c'était généralement à armes égales, donc point à point, feu, l'arme à feu, le fusil, tout ça. Mais là, quand les gens vont être technologiquement avancés versus les non technologiquement avancés, est-ce que ça va créer une sorte de révolution, une sorte d'évolution? Donc, c'est des choses qui sont évidemment pas demain, la semaine prochaine, mais qui sont importantes à tenir en compte dès aujourd'hui. Oui. Oui, je recommande fortement le livre. Très bon livre. Donc, des projets comme ça, juste pour finir, il me reste peut-être 2 slides, on va finir ça en rafale. Juste parler du projet Avatar 2045, justement, qui est un projet où on va essayer de rendre l'humain d'un avatar, donc 100% digital, où on va chercher, donc d'ici 2020, avec un cerveau humain en santé, on contrôle un robot. Ensuite, 2025, on va transplanter un cerveau humain dans le robot. Et ensuite, on va remplacer le robot, le cerveau par un cerveau digital. Et finalement, après ça, 2040, 2045, on est 100% digital. Donc, tout ce qui est mind uploading sur le cloud, tout ça. Donc, il y a un milliardaire russe qui a lancé en 2015 cette initiative-là, qui recrute les plus grands scientifiques. Ça ne veut pas dire que ça va réussir. Le timeline, évidemment, est super agressif. Mais quand même, on s'en va vers là. Il y a beaucoup de gens qui mettent des millions et des millions dans ces genres de projets-là. Oui? Ça, on pourrait dire que l'Avatar A, ça a quand même déjà été fait. Oui, exactement. Exactement. Donc on est quand même là, on est capable de contrôler, très limité, très basse résolution, mais on est quand même là. Donc là, la question, c'est après ça, est-ce qu'on va pouvoir transplanter le cerveau à la fin de la vie humaine pour contrôler le robot et continuer? On verra dans les prochaines années. Donc, je vous laisse avec juste ma dernière slide, je pense qu'il faut un petit peu réfléchir, c'est les fameux designer babies. Donc, avec la génétique, déjà dans le monde, il y a le concept de designer babies, où l'idée, c'est de modifier génétiquement nos enfants pour contrôler, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le QI. Donc, d'aller chercher certains marqueurs et d'essayer d'influencer le bébé avant qu'il soit né. Donc, évidemment, c'est très, très controversé. En Chine, ils ont fait une expérimentation. Ils ont essayé de rendre le bébé résistant au sida. Donc, et par la bande, en fait, après ça, ils l'ont étudié. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont rendu l'enfant aussi plus intelligent par la bande. Donc, c'est le genre de choses qui se passent en ce moment quand même dans le monde. Donc, c'est pour ça que je suis excité d'être ici aujourd'hui. Puis, on va faire What Can Go Wrong ensemble comme exercice avec ces genres de technologies-là. Parce qu'évidemment, s'il y a des belles choses, il y a aussi des moins belles choses qui peuvent en découler. Oui? Ouais, il y a une autre sur CRISPR, il y a une autre news qui est sortie aussi. C'est les hybrides entre animal et humain, notamment avec un singe. Au Japon, oui. Ça, au Japon, puis l'idée, c'est créer des singes humains pour pouvoir aller chercher les organes du singe pour transplanter dans les humains quand même. Donc, on a beaucoup de discussions éthiques de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et c'est important, je pense que le but... donc, en fait, je vais juste aller à l'autre exercice tout de suite pour mettre la table. Mais je veux juste... Moi, je suis sûr que ce gars-là il a déjà un implant déjà, puis il nous le dit pas, parce qu'il est craqué, hein? Oui, je pense que toi, t'es un vrai héros. Techno. Yes! Un petit peu de lag là-dessus, un petit peu de lag avec la machine. Pardon, après en fait, donc je vous inviterai, donc si vous avez des questions, comme vous voyez, je suis assez intéressé par le sujet, donc s'il y a des questions, que ce soit techniques, philosophiques, autres, venez me voir après. On a, là en fait, le plan de match pour la soirée, on a une activité qu'on va faire tout le monde ensemble, justement pour en discuter. Je vais passer à travers les tables aussi pour en discuter. Annie va venir introduire. Et après, Geneviève va nous ramener un petit peu sur terre aujourd'hui. Puis après ça, si vous avez des questions, moi je vais être ici après aussi pour la période de réseautage. Donc, juste avant, pour introduire l'activité, c'est important. On pense souvent que c'est un peu inévitable. Tout ce qui s'en vient, ça va être là, puis ça va apparaître, puis c'est le futur.
mais en fait, la table n'est pas encore mise. Donc, c'est à nous de décider justement ce futur-là, puis c'est en s'impliquant, en créant des mouvements comme Hacking Health, en créant, moi j'ai démarré NeurotechX pour les neurotechnologies, c'est vraiment en s'impliquant, puis en discutant, puis en participant, en étant un acteur de changement, qu'on va mettre les règles, les balises, tout le monde ensemble, parce que la table n'est pas mise du tout sur qu'est-ce qui s'en vient, puis comment on va évoluer dans ce futur-là. Donc, je laisse Annie nous introduire l'activité, puis le petit recap sur l'Humain 2.0. Tu veux, je parle de mes... Oui? Bien, en fait, donc l'activité qu'on va faire, What Went Wrong, moi, ce que je propose, en fait, c'est 3 pistes de réflexion. Donc, je voudrais qu'on se penche sur privacy, donc toute la notion de vie privée. Donc, déjà avec Google Glass, ça a choqué beaucoup il y a quelques années. Le fait que nos GPS nous suivent, le fait que Facebook enregistre tous nos données. Donc, est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on laisse aller la vie privée? Ou est-ce qu'on voudrait se protéger contre ça? Puis les compagnies à la Facebook, peut-être pas Google, on va focuser sur Facebook ce soir. Est-ce qu'ils vont trop loin dans la vie privée? Donc, j'aimerais qu'on se penche un peu là-dessus. L'environnement, donc évidemment, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Est-ce que c'est un bon trade-off de sacrifier l'environnement au profit de tout ce qui est techno, la vente, le profit, etc.? Donc, évidemment, c'est un point un peu moins techno, mais qui est quand même omniprésent au sein des discussions. Puis surtout, l'accessibilité. Donc, on parle tantôt, il n'y a rien de gratuit. Donc, Elon Musk et d'autres gens qui travaillent sur des puces électroniques dans le cerveau, on peut se douter que les premières itérations, puis les premiers gens qui vont avoir accès à cette technologie-là, bien, elle ne sera pas gratuite. Donc, est-ce que ça va créer un problème? Puis est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut que les gens déjà qui sont super fortunés soient les premiers à avoir les technologies d'augmentation, puis que ça crée finalement une espèce d'effet boule de neige où eux s'augmentent, ils génèrent plus de richesse, s'augmentent encore plus. Donc, c'est important dès aujourd'hui de commencer à parler d'accessibilité quand il y a des gens qui parlent de s'augmenter puis de devenir des humains 2.0. Donc,